Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Un assassinat prémédité fait également 3 victimes innocentes qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. La brutalité de ces meurtres attirait énormément l'attention du public et des médias. Un crime gratuit provoqué par une cupidité sans limite. Ils ont acheté une maison luxueuse, un appartement, un yacht et 3 voitures de sport. Avec leurs 7 millions de dollars, elles se sont installées en Suisse, où elles comptaient vivre heureuses jusqu'à la fin de leur jour. Une escroquerie astucieuse se termine par une trahison fatale digne des meilleurs films noirs. C'est tout de suite dans Crime en haute société. « 12 avril 1982. Une jeune femme, pressée de rentrer chez elle après sa journée de travail, remonte la 53e rue vers le parking du quai 92 à Manhattan. Elle était seule et elle a remonté la rampe qui donne accès au toit de l'immeuble où les voitures sont garées. Elle s'est approchée de sa voiture, à laquelle elle tenait beaucoup. Mais bizarrement, elle ne parvient pas à ouvrir la portière. Elle est restée perplexe et a réessayé 2 ou 3 fois avant de faire le tour de la voiture pour essayer du côté passager. Cette fois-ci, la serrure fonctionnait bien. Alors qu'elle ouvrait la portière, un individu a pointé une arme par la fenêtre d'une camionnette garée à côté d'elle. Elle a été tuée d'une balle dans la tête. Alors que l'assassin tire le corps de la jeune femme jusqu'à l'arrière d'une camionnette couleur argentée, 3 techniciens des studios de la chaîne télévisée CBS, situés non loin de là, entrent sur le parking. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Il s'agissait peut-être d'un homme dont la femme s'était évanouie, à moins qu'il ne l'ait frappé ou autre chose. Ils ont décidé d'être sympas et ont proposé leur aide. Un peu plus loin, un autre employé de CBS va être témoin de toute la scène. Je marchais quand j'ai remarqué un homme qui tirait quelque chose. Il a ensuite ouvert la portière arrière d'une camionnette. Soudain, 3 autres hommes sont arrivés. Il leur a demandé s'ils avaient vu quelque chose. Il s'est approché de l'un d'entre eux et j'ai cru qu'il avait un pistolet à air comprimé parce que j'ai entendu un bruit sourd. Et l'homme s'est affalé au sol. L'assassin abat froidement les 2 autres hommes. Angelo Stica prie pour que le tireur ne le remarque pas. J'ai essayé de garder la tête baissée et de regagner ma voiture. Le tueur charge le corps de la jeune femme dans la camionnette et Angelo Stica en profite pour s'enfuir. Je me suis tout de suite dirigé vers la rampe de sortie et quand j'ai regardé dans mon rétroviseur, j'ai vu qu'il me suivait. Il s'est arrêté au guichet pour dire au gardien que quelqu'un avait descendu plusieurs personnes au dernier étage du parking. J'ai pensé descendre dans le sens d'abattre, assassiner. Mais le gardien du parking comprend mal et pense que 3 personnes sont descendues de voiture et qu'elles ont des problèmes au dernier étage. Il a donc demandé à la sécurité d'aller jeter un coup d'œil à un accident. Mais Angelo Stica n'a pas le temps de donner des explications. Il fonce hors du parking, le tueur à ses trousses. Je me suis dirigé vers le nord, persuadé qu'il allait me suivre, mais non. Il a tourné à droite, vers le centre-ville. Angelo a fait le tour du pâté de maison et il est revenu vers le guichet du parking pour s'assurer que le gardien ait bien compris la situation et pour appeler la police. À l'époque, je venais juste de m'installer de nouveau à New York et j'ai entendu parler des meurtres de CBS. Dans les années 80, le crime fait rage à New York, mais ces assassinats dépassent l'entendement.
Les policiers s'activaient sur la scène de crime, la nuit tombait, mais tout était illuminé par les flashs des appareils photo et des caméras. Je me tenais de l'autre côté de la jetée et tous les journalistes étaient regroupés en face. Angelo Stica peine à se souvenir de détails significatifs qui pourraient mettre la police sur la piste du tueur. Il était bien évidemment très secoué par ce qu'il venait de voir. Il essayait de décrire le tueur, mais son signalement était très vague. J'étais sous le choc. J'étais traumatisé, car ça aurait pu être moi. J'aurais pu être à leur place. Les médias se sont déchaînés. CBS a avancé différentes théories lors de son émission d'information régionale, et elles étaient toutes erronées. Personne ne comprenait vraiment ce qui s'était passé, ni pourquoi. La seule chose qu'ils savaient, c'est que 3 techniciens avaient été tués. Il s'agissait de 3 pères de famille sympathiques, honnêtes et droits, assassinés gratuitement dans un lieu public. Ils ont vu quelque chose sur ce toit qui paraissait suspect. Et ils sont allés voir ce qui se passait. Ils ne l'ont pas ignoré. Ils n'ont pas fait comme si de rien n'était. Ils ont réagi. Ils ont demandé ce qui se passait. Ils voulaient découvrir la vérité et leur courage les a tués. Pendant que la police de la ville guette une camionnette couleur argentée, les enquêteurs examinent la scène de crime à la recherche d'indices. Il existe un élément étrange. Angelo Stica parle de 4 victimes et pourtant les policiers ne trouvent que 3 douilles de calibre 22. Ils ont retrouvé du sang près d'une voiture bleue. Il y avait également un sac à main, une chaussure à talons et des lunettes de soleil. Et aussi des clés sur le sol. L'un des policiers a essayé d'ouvrir la portière de la voiture, mais il n'y est pas parvenu. C'est alors qu'il a remarqué qu'il y avait un cure-dent dans la serrure. La plaque d'immatriculation ainsi que le permis de conduire dans le sac à main nous ont donné le nom de la propriétaire de la voiture, Margaret Barbera. La police de New York connaît bien cette comptable de 37 ans. 5 mois plus tôt, l'assistante de Margaret, Jenny Sue Shin, disparaît mystérieusement. Depuis, Margaret rend régulièrement visite au service de police pour éviter que l'affaire ne soit close. Margaret Barbera était très proche de Jenny Sue Shin. Elles partaient ensemble en voyage en Europe et Jenny passait parfois la nuit chez Margaret. Évidemment, beaucoup pensaient qu'elles avaient une relation amoureuse. Mais l'ironie du sort veut que ce soit finalement Margaret qui connaisse un destin tragique. Les enquêteurs se rendent à son domicile, dans le Queens. Le concierge leur donne l'autorisation de pénétrer dans son appartement. Personne ne semblait avoir été dans l'appartement depuis plusieurs heures. Margaret était très solitaire. Elle vivait dans un appartement en désordre dans le Queens et elle avait peu de contact avec sa famille. Il lui arrivait souvent de laisser la cafetière allumée. Elle semblait être assez distraite. La nuit est bien entamée et toujours aucun signe de la camionnette ou de la victime présumée. Mais vers 5h30 du matin, la police reçoit un appel alarmant. Un homme qui promenait son chien a découvert le corps d'une femme à Franklin Alley, dans le centre de Manhattan. Et il a appelé la police. Il passait près de plusieurs cartons retournés quand son chien s'est mis à tirer sur la laisse. Et c'est là qu'il a remarqué la jambe d'une femme qui dépassait de dessous un drap. L'enquêteur responsable de l'affaire des meurtres du parking fait immédiatement le lien avec son enquête. Il a demandé au policier sur place si la femme n'avait qu'une seule chaussure. Le policier a répondu que c'était bien le cas, et l'enquêteur lui a dit de ne toucher à rien. Les enquêteurs se sont donc rendus à Franklin Alley pour voir le corps. Comme dans le conte de Cendrillon, ils ont passé la chaussure retrouvée sur le lieu du crime, au pied de la victime, et le résultat était concluant. Le corps retrouvé était bien celui de Margaret Barbera. De nombreux policiers se rendent sur place à la recherche du moindre indice concernant les meurtres du parking. Une camionnette ou une fourgonnette avait roulé sur les cartons, car ils ont trouvé des traces de pneus. Ils les ont pris en photo et ils ont emmené les cartons. Mais à part ces traces de pneus, ils ne retrouvent rien qui puisse leur indiquer l'identité du tueur. La police était perplexe.
Il y avait 3 employés de CBS et une femme qui apparemment ne les connaissait pas. Tous assassinés dans un parking. C'était une scène de crime étrange. Un tueur à gages qui exécute quelques mafieux, ça n'aurait pas été une scène extraordinaire à l'époque. Mais une jeune femme et 3 passants innocents assassinés, c'est tout autre chose. Personne ne se sentait plus en sécurité à New York. Le lendemain des meurtres, la police a 4 morts sur les bras et aucune piste, ce qui déclenche le tumulte dans la ville de New York. Le maire, le responsable des services de police et la presse, tout le monde était furieux. Comment un tueur peut-il assassiner 4 personnes dans un lieu public et parvenir à s'échapper? Les services de police subissaient une pression énorme des politiques, qui souhaitaient que l'enquête soit résolue rapidement. Il fallait absolument découvrir l'auteur ou les auteurs de ces meurtres et les arrêter le plus rapidement possible. Ne disposant d'aucune piste pour retrouver la camionnette argentée et son conducteur, la police ne possède qu'un seul espoir: dévoiler la vie secrète de Margaret Barbera. Margaret Barbera était une fille du Queens avec une éducation limitée, mais une ambition qui lui avait permis de grimper les échelons. Elle avait su comment avancer dans la vie. Margaret était contrôleuse pour l'entreprise Candor Diamond, dans le célèbre Diamond District de New York. Candor Diamond était une petite entreprise qui fabriquait des diamants et des colis fichés en or et en argent. Elle travaillait essentiellement avec des pierres semi-précieuses. À la tête de l'entreprise, Erwin Margolise et sa femme Madeleine, un couple aisé qui habite l'un des quartiers les plus chics de New York. Ils vivaient dans une maison luxueuse, dans le comté de Westchester, près de Scarsdale. Scarsdale est une petite ville assez prétentieuse. Elle est située près de Riverdale, au nord du Bronx, et abrite des familles aisées. Les gens qui s'installent à Scarsdale veulent affirmer un certain niveau social. C'est une adresse prestigieuse, et ses habitants ne sont pas n'importe qui. Ils vivaient confortablement, mais n'étaient jamais satisfaits. Mais ce n'est qu'après l'arrivée de Margaret dans l'entreprise que la fortune des Margolise est devenue colossale. 2 ans après l'embauche de Margaret, la famille Margolise est passée d'aisée à outrageusement riche. Ils ont acheté une maison luxueuse, un appartement, un yacht, 3 voitures de sport et sont devenus membres d'un yacht club. Heureusement pour Margaret, Erwin semble partager sa fortune. C'était l'employé de confiance de l'entreprise après sa propre épouse. Et il la récompensait très bien. Il lui a acheté une belle voiture. Le salaire de Margaret est multiplié par 2. Et elle et son assistante, Jenny Suchin, peuvent définir elles-mêmes leurs horaires de travail. Il paye aussi à Margaret et Jenny 2 séjours de vacances en Europe. Tout cela semble trop beau pour être vrai. Alors que les enquêteurs continuent de fouiller les antécédents des victimes, ils obtiennent enfin une piste concernant la camionnette du tueur. Nous avons eu l'idée de retourner au parking pour jeter un coup d'œil aux enregistrements archivés. C'était un parking de longue durée. Les véhicules qui souhaitaient s'y garer devaient demander préalablement une autorisation de stationnement longue durée. Les enquêteurs se penchent sur les archives de toutes les camionnettes possédant cette autorisation. L'une des camionnettes avait une autorisation de stationnement mensuelle plutôt récente. Et il y a quelque chose qui cloche dans le dossier. J'ai examiné la demande d'autorisation et j'ai remarqué qu'une plaque d'immatriculation avait été barrée. Une autre plaque d'immatriculation avait été ajoutée au dossier. Mais l'ancien numéro correspondait à un certain Donald Nash. La police fouille les antécédents de cet individu et il s'avère qu'il a un passé criminel assez chargé. Il s'agissait surtout de délits mineurs, rien de très grave. C'était un opportuniste. Les enquêteurs ont découvert qu'il avait déjà été arrêté pour falsification. Il avait créé un faux taxi à Manhattan en falsifiant une plaque d'immatriculation et une licence de taxi.
La police a bien peur qu'il soit passé cette fois-ci à un crime beaucoup plus violent. Les archives du garage laissent à penser qu'il suivait sa victime depuis plusieurs mois. Il était là uniquement lorsqu'elle arrivait ou qu'elle partait. Les enquêteurs vérifient le numéro des plaques d'immatriculation. Des policiers travaillant sur une affaire de crime mafieux ont eux aussi remarqué plusieurs fois la présence d'une camionnette dans le quartier de Margaret. Cette plaque d'immatriculation avait été repérée à un pâté de maison de la résidence de Margaret Barbera, dans le Queens. Il l'avait espionnée dans le but d'identifier ses habitudes et ses activités quotidiennes. Les enquêteurs ne trouvent aucun signe d'une relation personnelle entre Margaret Barbera et Donald Nash. Mais le cours de l'enquête est sur le point de changer radicalement suite à un appel téléphonique du FBI. Les agents du FBI expliquent aux policiers que Margaret était un témoin clé dans une enquête fédérale pour escroquerie. La cible, la société Condor Diamond. Il s'agissait d'un délit financier. On ne commet pas de meurtre pour un délit financier. 9 mois plus tôt, le FBI entame une enquête sur le couple Margolise pour escroquerie. Jusque-là, ça n'avait été qu'une simple enquête pour un délit financier. Margaret Barbera devait témoigner contre les Margolise une semaine après son assassinat. Quelle étrange coïncidence. Ou Erwin et Madeleine Margolise sont très chanceux, ou le cœur de la société Condor Diamond n'est pas si pur qu'il n'y paraît. Les enquêteurs qui travaillent sur l'affaire des meurtres du quai 92 soupçonnent maintenant que l'assassinat de Margaret Barbera soit lié à la société Condor Diamond, la famille Margolise et beaucoup d'argent. Le Diamond District est un quartier malfamé. Il attire un certain type d'individus qui sont en général obsédés par l'argent. En enquêtant sur le meurtre, les agents du FBI découvrent une sombre histoire d'escroquerie. Ils expliquent aux enquêteurs de la police de New York l'escroquerie élaborée par Condor Diamond. Le FBI a découvert que 2 ans auparavant, l'entreprise s'est mise à travailler avec une société d'affacturage appelée J.P. Maguire. Une société d'affacturage est une société qui prête de l'argent à des industries instables. Les sommes sont définies en fonction de leur inventaire et des ventes prévues. J.P. Maguire achète les factures de Condor Diamond et lui avance 85% de leur valeur. Ce que la société d'affacturage ignore, c'est que la prévision des ventes de la bijouterie est une pure invention. Erwin et Madeleine Margolise fournissaient de fausses factures. Erwin Margolise avait demandé à Margaret Barbera de l'aider à fausser les comptes. Margaret n'y a vu aucune objection. Elle s'est exécutée. Elle l'avait déjà fait par le passé et elle le ferait pour les Margolise. Erwin Margolise était un escroc. C'était dans ses gènes. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Et il escroquait tous ceux qui croisaient son chemin. Selon le FBI, la comptabilité créative de Margaret Barbera permet à Condor Diamond de grossir effrontément son chiffre de vente et de soutirer davantage d'argent à J.P. Maguire. L'argent allait directement dans la poche des Margolise. Tout le monde s'est demandé pourquoi ne pas s'arrêter après avoir détourné 1 ou 2 millions de dollars. Erwin ne pouvait pas s'arrêter, car il devait rembourser tous ceux à qui il avait emprunté de l'argent pour monter l'escroquerie. Il fallait qu'il continue à créer de fausses factures, sinon il ne recevrait plus d'argent. Et pourtant, comme le FBI l'explique à la police de New York, son plan fonctionne sans accroc pendant 2 ans. Margaret Barbera était très douée. La réaction de J.P. Maguire a été « Votre chiffre d'affaires est en hausse, voilà de l'argent ». Très vite, l'entreprise dont le chiffre d'affaires était de 500 000 $ par an est passée à plusieurs millions de dollars selon les livres de comptabilité. J.P. Maguire réalise finalement que la Condor Diamond ne pourra pas rembourser sa dette et elle fait appel au FBI. Erwin Margolise s'est défendu en disant qu'il n'était au courant de rien et que c'était Margaret Barbera qui gérait tous les comptes. Il n'a pris aucune responsabilité. Au contraire, il a prétendu que Margaret était la seule responsable de l'escroquerie. Erwin Margolise a déclaré aux enquêteurs que Margaret détournait de l'argent et qu'il la soupçonnait d'avoir volé des diamants.
Mais le FBI pose un peu trop de questions et Irwin prend peur. Alors que l'étau se resserre, Irwin et Madeleine s'en vont en Israël, puis en Suisse. Je suis sûr que vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'entre deux visites au mur des Lamentations ou au Cervin, le couple prend le temps d'aller à la banque. Pendant l'absence des Margolise, le FBI rend visite à Margaret Barbera. Je l'ai prévenue de la raison de ma visite et de mes intentions. Elle a tout de suite demandé l'autorisation de contacter un avocat, ce qui lui a été accordé. Nous avons décidé d'une date assez proche pour qu'elle vienne nous expliquer son rôle dans cette escroquerie. Margaret est prête à tout avouer. Elle pense que les Margolise vont tout lui mettre sur le dos et elle a anticipé ce cas de figure. Margaret Barbera avait retiré d'importants documents financiers du site de l'entreprise et elle comptait s'en servir comme moyen de pression contre Irwin Margolise. Mais où sont passés ces documents? Le FBI rend visite au mari de Jenny Souchin, l'assistante, et selon la rumeur, l'amante de Margaret portée disparue. Il confirme que Margaret a caché des documents secrets chez lui. Elle les a réunis petit à petit et rangés dans un sac bleu qu'elle a déposé chez Jenny Souchin, en pensant qu'ils y seraient en sécurité. Mais la présence de ces documents inquiète le mari de Jenny. Elle a dit à Margaret que son mari ne voulait pas les garder chez eux. Selon le mari, Jenny se rend donc chez Margaret avec le sac contenant les documents. Elle lui a dit de les garder chez elle et elles ont passé une partie de l'après-midi ensemble. Le FBI explique aux policiers qu'il s'agit de la dernière fois que Jenny a été vue en vie. Dès que Jenny Souchin a disparu, Margaret a soupçonné Irwin Margolise d'être responsable. Elle était persuadée qu'elle serait la prochaine. Inquiète pour sa sécurité, Margaret décide de coopérer avec le FBI. L'accord avec le FBI consistait à accepter de plaider coupable au chef d'accusation d'association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie et de témoigner et fournir toutes les informations nécessaires devant un jury d'accusation fédéral. C'est à ce moment-là qu'Irwin Margolise a décidé qu'il fallait la faire taire. Margaret Barbera aurait pu faire ses valises et quitter New York. Mais elle est restée et elle a gardé ses documents. Elle pensait qu'il la protégerait. Mais elle se trompait. Quelques jours à peine avant de témoigner, elle est définitivement réduite au silence. Le FBI travaille en concertation avec la police de New York et il découvre que l'assassin présumé de Margaret Barbera, Donald Nash, est bien plus qu'un simple arnaqueur avec un faux taxi. Donald Nash était un tueur à gages qui travaillait pour les Westies, un gang de la mafia irlandaise, responsable de la plus grande partie de l'activité criminelle sur les docks. Donald Nash a un quotient intellectuel inférieur à 90, et quand il était enfant, un accident l'a défiguré. Il semble tout droit sorti d'un roman de Charles Dickens. Les enquêteurs sont persuadés que quelqu'un d'autre a orchestré ces assassinats. Une surveillance rapprochée a été mise en place. Une équipe de surveillance mobile s'est rendue à son domicile de Keensburg, dans le New Jersey. Mais Donald Nash ne quitte que très rarement son logement et il n'a de contact avec personne. Lors d'une ultime tentative pour identifier ses complices, la police examine la liste de ses appels téléphoniques. Ils ont découvert un certain nombre d'appels passés depuis un téléphone public, mais prélevés sur le compte de son téléphone personnel. L'un des numéros récurrents est celui d'un avocat, Henry Stryker. C'était un juriste spécialisé en droit des sociétés, avocat de la société Candor Diamond, mais aussi d'Irwin Margolise. On se demande comment il avait réussi l'examen du barreau, mais bon. Avec Henry Stryker, la police fait enfin le lien entre Donald Nash et Irwin Margolise. Mais malgré la pression exercée par la mairie de New York et CBS, elle n'a toujours pas de preuves tangibles pour procéder à une arrestation. Voyons. Nous avons une comptable assassinée et son assistante disparue. Un homme de main prêt à tout et un complice pathétique. Ça ne doit pas être si difficile de remonter jusqu'au bon vieux Irwin. Et pourtant,
Personne n'aurait pu imaginer le parcours du combattant qui attendait la police. Les policiers chargés de l'enquête sur les meurtres du parking du quai 92 ont identifié les principaux suspects. Mais ils cherchent encore désespérément des preuves tangibles pour clore cette affaire, alors qu'ils subissent la pression de la mairie. Le maire de la ville exerçait une forte pression sur les enquêteurs. Et le président de CBS appelait quotidiennement le directeur du FBI pour connaître les avancées de l'enquête. Le tireur présumé est maintenant sous surveillance et la police se concentre sur son prétendu complice, l'avocat Henry Oestreicher. Il est suivi partout où il va et les policiers s'assurent de ne pas passer inaperçu. Finalement, il a craqué après avoir été suivi par plusieurs enquêteurs, à qui il a parlé et fini par avouer qu'il était l'intermédiaire de Donald Nash et Erwin Margolyes. Le témoignage d'Henry Oestreicher est une immense réussite pour les enquêteurs. En échange d'une immunité complète, il révèle aux enquêteurs le complot d'Erwin Margolyes pour assassiner Margaret Barbera dans les moindres détails sordides, depuis la préparation jusqu'à l'exécution. Erwin Margolyes était de plus en plus contrarié de savoir que Margaret allait peut-être parler au FBI. Et finalement, elle lui a avoué qu'elle avait des registres comptables en sa possession et que ces registres étaient dissimulés quelque part. Margaret est brillante lorsqu'il s'agit de chiffres, mais lorsqu'il s'agit de personnes, elle a tout faux. Avouer à Erwin qu'elle a des registres cachés est une erreur fatale. Erwin Margolyes est devenu de plus en plus paranoïaque. Et il s'est mis à considérer Margaret comme une faiblesse qui permettrait à la police de remonter jusqu'à lui. Il est allé trouver son ami avocat, M. Oestreicher, et il lui a demandé s'il connaissait quelqu'un qui pourrait donner une leçon à Margaret Barbera. L'avocat organise une rencontre dans un restaurant de New York. Donald Nash et Erwin Margolyes se sont retrouvés dans un restaurant. Au cours de cette rencontre, Erwin Margolyes demande à Donald Nash de faire plus que de donner une simple leçon à Margaret Barbera. Ils ont parlé également à Jenny Souchin. Jenny Souchin en savait suffisamment long pour tout faire capoter. Erwin a dit à Donald que ce qu'il voulait réellement, c'était qu'elle disparaisse définitivement. Il lui a demandé s'il pouvait les faire disparaître définitivement. Pour seulement $8 000, Donald Nash accepte le contrat. C'est véritablement incompréhensible. On sait qu'en général, les tueurs à gages exécutent leurs contrats pour de grosses sommes d'argent. Donald Nash a tué 5 personnes pour quelques milliers de dollars. Ça n'a pas de sens. L'avocat explique aux enquêteurs qu'Erwin Margolyes pense avoir la couverture idéale. L'idée de M. Margolyes était qu'il pouvait avancer l'hypothèse que les deux jeunes femmes, Margaret Barbera et Jenny Souchin, s'étaient enfuies ensemble en Europe puisqu'elles formaient un couple. Vous avez deux lesbiennes parties en lune de miel en Europe qui disparaissent sans laisser de traces avec les diamants et toute la fortune des Margolyes. Une fois au tribunal, la défense aurait soutenu qu'il n'y avait aucune preuve pouvant démontrer que ce n'était pas ce qui s'était passé. Margaret Barbera et Jenny Souchin avaient disparu. Avec leurs 7 millions de dollars, elles se sont installées en Suisse, où elles comptaient vivre heureuses jusqu'à la fin de leur jour. Nous n'avons jamais trouvé de diamants. C'était un bon scénario parce que c'était possible. Si c'est possible, alors il y a un doute raisonnable et Erwin Margolyes est relâché. C'est un plan parfait en théorie, car lorsque le tueur à gages ne parvient pas à surprendre les deux femmes ensemble, il décide d'improviser. Mais commettre un meurtre en toute impunité et improviser ne font pas bon ménage. Il espionne Margaret devant chez elle, dans le Queens. Mais c'est Jenny Souchin qui en ressort, seule. Selon le témoignage d'Henry Oestreicher, il s'agit de la même nuit où Jenny rend les documents compromettants à Margaret. Des témoins ont vu Jenny Souchin qui montait dans sa voiture quand un homme est sorti d'une camionnette, lui a recouvert la tête d'une couverture, l'a forcé à monter dans la voiture et s'est enfui. La voiture que Jenny avait utilisée pour se rendre chez Margaret ce soir-là a été retrouvée plus tard dans Manhattan.
La police avait examiné la voiture et retrouvé une douille de calibre 22, des cheveux et du sang appartenant à Jenny Sushin. Mais le tueur à gages n'a accompli que la moitié de son contrat. Il ne restait plus qu'une semaine avant l'audience de Margaret Barbera devant un jury d'accusation. Le temps commençait à lui manquer. Donald Nash sait qu'il doit agir et vite. Le parking du quai 92 semble être l'endroit idéal. Il voulait garer sa camionnette à gauche de la voiture de Margaret Barbera. Il espère pouvoir la battre alors qu'elle monte dans sa voiture, mais l'emplacement de gauche est occupé. Il a donc garé sa camionnette à droite de la voiture de Margaret. Il fallait donc qu'il s'arrange pour qu'elle soit obligée d'entrer dans la voiture du côté passager. Il a décidé d'enfoncer un cure-dent dans la serrure du côté conducteur pour qu'elle ne puisse pas ouvrir sa portière. Il pense pouvoir la tuer, la mettre dans la camionnette et repartir sans être vu. Donald Nash pensait avoir paré à toutes les éventualités. Il avait fait en sorte que Margaret Barbera soit obligée de venir du côté passager. Malheureusement, 3 employés de CBS sont tombés sur la scène de crime et sont devenus des dégâts collatéraux dans cette affaire de meurtre. Alors que les enquêteurs continuent de réunir des preuves contre Donald Nash, l'arrestation d'Henry Oestreicher sonne l'alarme et le tueur à gages fait ses valises. L'équipe qui surveillait le domicile de Donald Nash a remarqué une voiture orange, de marque étrangère, qui s'est garée devant chez lui. Un jeune homme qui s'est avéré plus tard être son neveu, Thomas Dane, en est sorti. Donald Nash est ensuite monté dans la voiture et ils sont partis. Lui et son neveu ont acheté des matériels de camping. Ensuite, ils se sont dirigés vers l'aéroport de Newark et se sont garés dans le parking de longue durée. Quelques instants plus tard, Donald Nash ressort du parking avec ce qui ressemble à la camionnette argentée impliquée dans les meurtres du quai 92. Il était évident qu'elle avait été repeinte récemment. Il y avait des marques sur les côtés où la peinture avait légèrement coulé. Les agents fédéraux sont prêts à procéder à l'arrestation, mais ils veulent savoir ce que compte faire Donald Nash. Nous pensions que s'il allait rencontrer quelqu'un, il y avait de grandes chances pour que ce soit le commanditaire des meurtres. Les agents patientent et continuent leur surveillance. Il s'est dirigé vers l'ouest, a pris l'autoroute à péage et s'est rendu en Pennsylvanie. C'est là que la véritable odyssée a commencé. Notre supérieur, Ken Walton, s'est adressé à nous par radio et il a dit « Messieurs, ne le perdez surtout pas. Si vous le perdez, ce n'est pas la peine de revenir travailler. Vous aurez perdu votre emploi. » L'équipe de surveillance du FBI suit Donald Nash à la trace pendant 3 jours. Il a passé une nuit supplémentaire sur la route, dans un motel en Virginie occidentale. C'est à ce moment-là que nous avons pu envoyer un agent qui a vérifié directement le numéro d'immatriculation placé sous le véhicule. Le numéro d'immatriculation de la camionnette fournit au FBI un moyen d'arrêter Donald Nash sans dévoiler son jeu. Nous avons découvert que le véhicule était toujours considéré comme volé. Avec cette information en main, nous avons contacté la police du Kentucky. Nous avons demandé l'aide de la police de l'État du Kentucky pour qu'elle mette en place un barrage routier et nous assiste. Les policiers ont stoppé la circulation sur l'autoroute et ont dévié une dizaine de véhicules qui sont sortis de l'autoroute. Donald Nash avait un pilon dans la main. Il était en train de manger du poulet. Les policiers ont pensé qu'il s'agissait d'une arme, puisqu'ils savaient que le suspect qu'ils recherchaient était un assassin. Ils l'ont encerclé et bien entendu, il a tout de suite lâché son pilon de poulet. Donald Nash, pauvre idiot. Il se rend dans le Kentucky avec une peinture à $20 et des cuisses de poulet. Dès le premier coup d'œil dans sa camionnette, la police sait qu'elle est sur le point de clore l'enquête. L'arrestation de Donald Nash donne enfin aux enquêteurs la possibilité de fouiller la camionnette tristement célèbre.
Ce qu'ils y découvrent ne laisse plus aucun doute sur sa culpabilité. Les empreintes des pneus ont été prises et comparées aux traces laissées sur les cartons. Elles correspondaient. À l'intérieur de la camionnette, les policiers trouvent d'autres indices encore plus compromettants. Ils ont retrouvé du sang qui correspondait à celui de Margaret Barbera, ainsi qu'à celui de Ginny Souchin. Des cheveux ont également été retrouvés et ils correspondaient à ceux des deux jeunes femmes. La police a retrouvé une douille de calibre 22, juste derrière le siège du conducteur. Les enquêteurs étaient frustrés de n'avoir retrouvé que 3 douilles sur les lieux du crime. Il semble que le mystère soit maintenant résolu. Je pense que lorsque Donald Nash a abattu Margaret Barbera, la douille a été éjectée de l'arme et projetée à gauche de l'ouverture de la fenêtre arrière de la camionnette. Il y est resté jusqu'à ce que la police du Kentucky la découvre. Le service de balistique confirme que la douille provient de la même arme que celle retrouvée sur le parking. La culpabilité de Donald Nash est prouvée et c'est un pas de plus vers l'arrestation d'Erwin Margolise. Donald Nash n'était qu'un des nombreux pions d'Erwin Margolise. Les enquêteurs qui essaient de reconstituer le complot des meurtres commandités disposent maintenant de plus de preuves qu'il n'en faut pour relier Donald Nash au meurtre de CBS. Ils ont mis en évidence les liens entre le tueur à gages et l'intermédiaire présumé, l'avocat Henry Oestreicher, et disposent même du témoignage de ce dernier impliquant Erwin Margolise. Pour procéder à son arrestation, il ne leur manque plus que Donald Nash avoue tout et dénonce Erwin Margolise. C'est lui qui tirait toutes les ficelles. Et c'est lui qui a imaginé ce complot pour se débarrasser des témoins gênants. Le procureur de New York obtient l'extradition de Donald Nash, qui ignore encore pour quel motif il a été arrêté. Il pense qu'il va simplement être inculpé de vol de voiture et de falsification pour le faux taxi. Une foule de journalistes accueille Donald Nash à son arrivée à l'aéroport. L'un des journalistes lui a demandé ce qu'il pensait des examens balistiques qui avaient révélé que les douilles correspondaient. Après cette question, il savait pourquoi il avait été arrêté. Son visage reflétait maintenant une grande tristesse. Il avait presque les larmes aux yeux. Il a regardé par le hublot et n'a plus rien dit de tout le voyage. Rien de tel qu'un tueur à gages larmoyant pour vous fendre le cœur. Mais si les enquêteurs pensent qu'il va leur faire ses aveux avec des sanglots dans la voix, ils risquent d'être déçus. Donald Nash est un homme au cœur de pierre. Il ne coopérerait jamais avec le gouvernement. Donald Nash a déclaré qu'il n'avait absolument rien à dire. Et la raison pour laquelle il n'avait rien à avouer, c'est qu'à travers l'avocat de M. Margolise, Henry Oestreicher, il avait trouvé un arrangement avec son employeur. La femme de Donald Nash, sa fille et son petit-fils ne manqueraient jamais de rien financièrement. Et il n'a jamais rien dit à personne. Donald Nash a été reconnu coupable du meurtre de 5 personnes sans jamais venir à la barre. Son avocat ne s'est pas vraiment battu. Une fois le procès terminé, l'un des enquêteurs est allé lui parler et lui a dit « Puisque vous allez en prison, pourquoi ne pas aider la famille de Ginny Souchin? Dites-nous où vous vous êtes débarrassé du corps. Permettez-leur de faire leur deuil. » Il a répondu « Vous ne parlez pas à la bonne personne. » Il ne fait aucun doute que c'est Erwin Margolise qui achète le silence de Donald Nash. Mais au bout du compte, c'est la propre arrogance du bijoutier qui le mènera à sa ruine. Pendant que les procureurs de l'État de New York préparent le procès pour meurtre d'Erwin Margolise, les agents fédéraux entament leur procès pour escroquerie. Le procès d'Erwin et de Madeleine Margolise a eu lieu au tribunal fédéral de Manhattan. Pendant le procès, Erwin était agacé. Il niait tout en bloc. Mais les preuves sont accablantes. Erwin Margolise est condamné pour escroquerie à 28 ans de prison dans un établissement pénitentiaire fédéral. Madeleine, sa femme, n'écope que de 3 ans d'emprisonnement. Madame Margolise n'a pas apprécié la prison. Elle pensait qu'elle valait mieux que ça. Elle passait son temps à se plaindre
et a supplié son mari d'améliorer son confort. Il lui a déniché une petite table pour qu'elle puisse manger séparément. Il a trouvé divers arrangements. Il a obtenu l'accès au téléphone pour lui et pour Madeleine aussi. Il lui a trouvé un garde du corps qui la protégeait depuis l'intérieur de la prison. Il pensait qu'une fois dehors, elle pourrait gérer leur fortune, car l'argent n'avait jamais été découvert. Une fois le couple Margolise sous les verrous pour escroquerie, les procureurs continuent à réunir des preuves pour leur procès pour meurtre. Mais Erwin Margolise n'a jamais été aussi astucieux. Pendant le séjour d'Erwin Margolise au centre correctionnel métropolitain, au sud de Manhattan, il a abordé un autre détenu. Il lui a demandé d'organiser l'assassinat de l'homme qui travaillait à J.P. Maguire, qui allait témoigner, et de l'assistant du procureur des États-Unis qui était chargé de l'affaire d'escroquerie. J'ai une révélation à vous faire, Erwin Margolise. La prison n'est pas l'endroit idéal pour chercher un tueur à gages. Bien entendu, le prétendu complice d'Erwin le dénonce à un gardien. C'est comme si la police gagnait à la loterie. Le prisonnier est retourné voir Erwin Margolise, muni d'un micro, et l'a fait répéter ses instructions. Erwin lui a donné l'argent pour qu'il assassine ces deux personnes. Cet homme pensait être au-dessus de toutes les lois. Il pensait pouvoir arnaquer et tuer impunément. Mais son arrogance se retourne contre lui. Finalement, il a été condamné pour association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre et il a passé le reste de sa vie en prison. 3 ans après son emprisonnement, Erwin Margolise meurt d'une crise cardiaque à la prison de Leavenworth. Au même moment, Madeleine Margolise sort de prison et s'installe en Floride. Elle semble vivre humblement, mais c'est peut-être elle qui finalement a tiré son épingle du jeu. Elle a bien évidemment l'argent. En tout cas, elle savait où il était. La véritable tragédie dans cette affaire, ce sont les personnes innocentes qui ont perdu la vie et leur famille. Les proches des 3 employés de CBS qui ont été tués cette nuit-là et la famille de Margaret Barbera et Jenny Suchin. Je n'arrive pas à comprendre ce que les gens peuvent faire pour de l'argent, pour des diamants ou de l'or. Ils iront jusqu'à tuer. Donald Nash purge actuellement 5 peines de prison à vie, mais il n'a pas changé ses habitudes meurtrières. Il y a quelques années, alors qu'il travaille dans les cuisines de la prison, il décide de faire taire un codétenu exaspérant en lui tranchant la tête avec un couteau de boucher. Il se tourne ensuite vers un gardien et le prévient. On aura du retard pour le petit déjeuner. Il ne risque pas d'obtenir une liberté conditionnelle de sitôt. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis.